Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous au Maïf Social Club. Je suis Chloé, je m'occupe de la programmation de ce lieu. Juste vous en dire deux mots, principalement que vous trouverez toute notre programmation sur les sièges sur lesquels vous êtes assis. Donc normalement, vous l'avez déjà entre les mains. Pendant 3 jours, donc depuis hier et jusqu'à demain, nous accueillons le mois des adoptés avec Amandine Gay. On en est ravis. Merci d'être là. Merci à vous toutes d'être là ce soir. Vous dire que cette conférence est filmée et qu'il y aura aussi Amanda, je crois, qui prend des photos. Donc Sophie à la caméra et Amanda aux photos sont là-bas. S'il y en a une d'entre vous ou un d'entre vous à qui ça pose problème, n'hésitez pas à le signaler, il n'y a absolument aucun souci par rapport à ça. Vous dire aussi que la conférence est traduite en langue des signes française, que c'est un immense plaisir pour nous aussi de pouvoir avoir cette traduction aujourd'hui. Et merci aux interprètes d'être là à nos côtés ce soir. Voilà, je laisse la parole à Amandine qui va vous présenter évidemment les intervenantes et puis la conférence. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à tout à l'heure. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais d'abord introduire la conférence et ensuite je terminerai par la présentation des intervenantes. Donc, je vous remercie. Alors, je mets aussi mon chronomètre pour m'auto-limiter dans le temps. Donc je vous remercie d'être là ce soir. C'est donc la deuxième soirée de la deuxième édition du mois des adoptés et on remercie encore le Maïf Social Club de nous accueillir pour une discussion qui m'est chère et qui s'appelle donc Adoption PMA, regard croisé sur l'anonymat du don de gamètes et la naissance sous le secret. Et donc avant de vous expliquer pourquoi c'était important pour moi d'avoir cette conversation ce soir, je vais aussi d'abord vous expliquer un petit peu quel est le cadre, on va dire un peu théorique, ou en tout cas l'esprit dans lequel se déroule le mois des adoptés. Donc le mois des adoptés, ça part du postulat suivant, que l'interdépendance des oppressions de race, de classe et de genre dans un système globalisé a un impact sur les premières mères du Sud global et sur les femmes racisées ou précaires dans les pays du Nord global dont les enfants sont rendus disponibles à l'adoption. Donc cette approche, ça fait référence en fait au concept de justice reproductive qui demande de considérer l'accès aux techniques reproductives, contraceptives, abortives ou de stérilisation, ou encore les placements et les adoptions d'enfants comme résultant d'inégalités systémiques. Et donc ça vous permet de comprendre pourquoi est-ce qu'on va parler simultanément d'adoption et de PMA, puisque dans la justice reproductive, on considère que tout ça se situe sur un continuum. Donc que ce soit la question de pouvoir faire famille ou de ne pas pouvoir faire famille, de pouvoir créer des liens de filiation ou de ne pas pouvoir en créer. Donc c'est pour ça qu'on essaye un petit peu, avec le mois des adoptés, d'élargir la conception de ce qu'est faire famille, d'élargir la conception de qui sont les enfants, puisque les enfants, on peut aussi les considérer comme des adultes en devenir. Et c'est aussi un peu un des thèmes centraux du mois des adoptés, c'est que pendant très longtemps, pour les personnes adoptées, et donc aussi pour ce soir dans la discussion qui nous occupe, les personnes issues de dons de gamètes, on a oublié qu'elles allaient devenir des adultes. Et que ces adultes-là allaient avoir des revendications ou même simplement des conceptions identitaires auxquelles on ne pouvait pas forcément penser, puisqu'on les avait encore jamais rencontrées. Une autre chose importante dans la justice reproductive, c'est qu'elle permet de comprendre que tout le monde n'a pas accès aux mêmes choses au même moment. Et donc, même si c'est un concept qui n'est pas énormément travaillé dans le monde francophone, on peut quand même parler des afroféministes ou des féministes décoloniales en France qui ont réussi à montrer sur un exemple donné qui est celui de l'accès à l'IVG. Dans les années 60-70, le grand combat hexagonal, et je dis de la France hexagonale puisque la France ne se limite pas aux frontières que nous occupons, mais ça va jusqu'à la Guyane, la Réunion, et la Guadeloupe, la Martinique, etc. Et donc, dans les années 60-70, en France hexagonale, les féministes se battent pour avoir accès à l'IVG, entre autres choses. Mais à La Réunion, les femmes réunionnaises subissent des stérilisations forcées. Donc l'intérêt de la justice reproductive, c'est d'arriver à comprendre ça, à comprendre que tout le monde n'est pas face aux mêmes enjeux et tout le monde ne lutte pas pour les mêmes choses au même moment, dépendamment de où on se situe sur le territoire français, dépendamment des communautés auxquelles on appartient. Et donc c'est un sujet que moi j'aimerais voir beaucoup plus développé dans l'espace public, parce que la justice reproductive, ça va très très loin. Quand on est dans les pays anglo-saxons par exemple, les groupes antiracistes, féministes, décoloniaux, afroféministes, etc., se battent beaucoup, antiracistes et puis aussi les groupes militants autochtones, pour montrer qu'il y a un lien direct entre les placements d'enfants dans les foyers
et le système carcéral. Donc voilà, ça c'est un autre sujet aussi sur lequel on peut réfléchir. En France, on sait par exemple qu'un SDF sur 4 est issu de l'ASE, hein, donc des personnes qui ont grandi dans les foyers. Donc ça aussi, ce sont des sujets où quand on s'interroge sur la pauvreté, quand on s'interroge sur le monde carcéral, etc., quand on voit les trajets, on se rend compte que les violences que subissent certains enfants ont un impact sur l'existence de certains adultes aujourd'hui. Donc pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'ai eu envie de créer une discussion et un pont, on va dire, entre l'expérience des personnes issues de PMA, et donc de dons anonymes dans la PMA, et les personnes nées sous le secret? Eh ben, ça remonte à 2012. Parce qu'en 2012, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi je m'en souviens très bien, hein, au milieu des débats sur l'ouverture du mariage aux homosexuels, et donc de fait de l'ouverture de l'adoption aux couples de même sexe, on va utiliser les termes légaux, est arrivé pour la première fois, je dirais, de ma vie d'adulte, des personnes adoptées qui prenaient la parole, en tout cas à qui on donnait la parole dans l'espace public. Et on leur donnait la parole pour qu'elles disent, en particulier, il y avait une vidéo assez virale à ce moment-là, de 2 jeunes personnes adoptées à l'international, qui étaient donc adolescentes à ce moment-là, et qui avaient fait une vidéo qui s'appelait Petit Papa Hollande, et où ils en appelaient au président de la République de l'époque, en expliquant en gros que c'était déjà difficile d'être adopté, alors en plus, être adopté par un couple d'homosexuels, ça allait vraiment être l'enfer. Et là, j'avoue que moi, j'ai quand même été très très surprise parce que je me suis dit sur toutes ces années où il commence quand même depuis facilement les années 90, et on va prendre le cas des adoptés, la première association de personnes adoptées en France, en tout cas à l'international, date de 1995, c'est Racines coréennes. Donc on va dire que pour l'époque contemporaine, il commence à y avoir des adoptés qui se mobilisent, qui s'organisent dans l'espace public depuis le milieu des années 90 facilement, et même avant pour les personnes nées sous X. Et en 2004 est créée la Voix des adoptés. En 2004 est aussi créée du côté des personnes issues de dons PM Anonyme, dont on a une représentante ce soir. Donc, on va dire d'ici jusqu'à 2012, il y avait déjà une prise de parole de ces personnes-là, que ce soit dans la recherche ou dans les tentatives de rentrer dans les institutions. Mais le seul moment où finalement on les entend dans les médias, c'est pour venir soutenir un agenda réactionnaire et homophobe. Et donc, j'ai commencé à être un petit peu, on va dire, obsédée par ces 2 jeunes personnes, en me disant, mais d'où est-ce qu'elles sortent? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, on les entend de façon aussi visible, alors que normalement, on n'entend pas les adopter adultes dans l'espace public ou même adolescents? Et donc, en spiralant sur Internet, j'ai retrouvé ce frère et cette sœur dans des vidéos qui représentait une famille qui était en fait une famille de catholiques intégristes qui ont adopté une demi-douzaine d'enfants, donc des personnes à l'international, des personnes en situation de handicap, et qui passaient régulièrement dans des émissions télévisées. Et donc là, je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que la seule fois où finalement on donnait la parole à des adoptés dans l'espace public, en fait c'était des adolescents, donc des mineurs, qui en plus étaient instrumentalisés par leur famille. Alors ce soir, vous allez noter que je vais essayer un maximum de ne pas utiliser le terme « la manif pour tous ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, la manif pour tous, c'est avant tout la droite et l'extrême droite catholique et réactionnaire. Et moi, j'ai grandi à une époque où on utilisait les termes droite et extrême droite, pas ultra-droite, où on utilisait les termes catholiques intégristes. Ces personnes n'ont pas disparu. À ma connaissance, Civitas fait toujours sa manif pour la vie chaque année. Et par contre, ce qui a disparu, c'est la critique de ces groupes. Et on y reviendra sûrement avec Alice. Moi, en préparant cette conférence, je me suis rendu compte qu'en 2012, les médias faisaient systématiquement le lien entre la manif pour tous et les groupes comme Civitas et se posaient des questions sur ce renouveau réactionnaire en France, ce retour de la droite et de l'extrême droite catholique réactionnaire, et que cette formulation en fait a complètement disparu. Et je trouve qu'on ne doit pas en fait les appeler donc LMPT, qui est un petit nom un peu comme ça à la cool. C'est pas des gens à la cool, et donc c'est très bien de le rappeler. Je vais donner un exemple très récent. Ils ont choisi, les gens de ce groupe-là, d'appeler à la manifestation contre la PMA pour toutes sur 3 dates bien spécifiques cette année. Ils ont proposé le 1er décembre, le 8 mars et le 17 mai. Ces 3 dates, ce sont celles qui correspondent respectivement à la Journée mondiale de lutte contre le sida, à la Journée internationale des droits des femmes et à la Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie. Donc, on va donc parler de droite et d'extrême droite catholique réactionnaire et de la facilité avec laquelle ces personnes se sont insérées dans le débat public et comment elles en sont arrivées à poser la question de la légitimité des couples homosexuels ou des personnes transgenres à faire famille. Ce qui aussi est quelque chose qui devrait quand même poser question, parce qu'en fait, est-ce qu'on peut vraiment sérieusement considérer
qu'il suffit d'être détenteur ou détentrice de la qualité de personne hétérosexuelle et cisgenre pour faire des bons parents. Alors moi, je prendrais l'exemple de l'adoption. L'adoption plénière existe en France depuis 1941. Donc, on pourrait se demander si, entre 1941 et 2012, il y a eu quand même un certain nombre de personnes qui ont été adoptées par des hétéros. Du coup, ça aurait été intéressant de faire une grande enquête sur toutes les personnes adoptées par des hétéros pour voir si elles étaient particulièrement heureuses grâce à leurs parents et grâce à l'hétérosexualité et au cisgenrisme de leurs parents, ou si elles étaient particulièrement malheureuses par rapport à ces qualités-là. Cette question ne s'est pas posée en fait. Donc déjà, la façon dont le débat a été posé dans l'espace public en France était homophobe, transphobe, lesbophobe, mais ça a été très très peu discuté. Et la raison pour laquelle j'insiste là-dessus en introduction, c'est parce que justement, la justice reproductive n'ayant pas été un concept qui a été approprié par la gauche, pour faire simple en France, ou en tout cas les mouvements antiracistes, les mouvements féministes, les mouvements décoloniaux, il y a finalement un seul groupe qui occupe le terrain de la justice reproductive en France aujourd'hui, et c'est la droite et l'extrême droite catholique réactionnaire. Et je pense qu'on doit vraiment se poser la question, en tant que militante et militant, de ce qu'on fait de ces questions-là, même si, bien entendu, il y a un historique. C'était très important dans les combats féministes initiaux de se détacher de la fonction reproductive qui était assignée aux femmes. Donc on peut comprendre qu'il y ait eu une distanciation vis-à-vis de la question des droits des enfants, des questions de reproduction, etc. Mais comme on est en 2019, là je pense qu'on est quand même assez avancé sur la question des droits des femmes pour qu'en tant que féministe, en tant qu'antiraciste, en tant que militant des coloniaux, etc., on se repose la question de la justice reproductive et on se repose la question de voilà, qui a accès, qui peut faire famille, que ce soit légalement et que ce soit dans l'accès aux techniques reproductives. Alors, je dois sauter des parties, alors j'essaie de faire ça discrètement. Oui. Donc, pour revenir à la question des personnes issues de PMA et des personnes adoptées. Il y a deux points, je dirais, communs qui n'apparaissent pas de façon évidente au grand public. La première, c'est qu'en fait, l'adoption et donc la procréation médicalement assistée sont simultanément des techniques, des techniques d'établissement de filiation, et pour la procréation médicalement assistée, c'est aussi une technique reproductive. Et en fait, on a considéré ces deux pratiques uniquement, on va dire d'une certaine façon, d'un point de vue technique, et pas de ce qu'il allait créer en termes identitaires. Or, quand on est une personne issue d'un don de gamètes, ou quand on est une personne adoptée, née sous le secret, etc., ça fait partie de notre identité. Et je pense que cette dimension-là, de se dire que adopter est une identité, ou être une personne issue de PMA est une identité, et qui produit des questionnements spécifiques pour la personne qui partage cette identité-là, c'est quelque chose qui n'a pas du tout été pensé par la société. Et qui est encore très difficilement pensé par la société, et j'en prends pour preuve que dans les travaux préparatoires pour mon prochain film, qui est donc un documentaire qui parle de l'adoption et de l'expérience des personnes adoptées adultes, on a fait énormément d'entretiens, de pré-entretiens, et y compris avec des professionnels du monde de l'adoption, et en Belgique, parce qu'on voulait faire un film francophone au départ, puis on s'est calmé parce que c'était beaucoup de pays et c'était compliqué, mais en Belgique, une psy, de prime abord, dès qu'on a commencé à lui pitcher le film, nous a dit « Non mais adopter, c'est pas une identité ». Et alors moi, je me disais, c'est quand même particulier parce que elle est pas adoptée, moi, je suis adoptée, et donc du coup, on aurait pu partir du principe que si moi je viens et je dis, il y a quand même un certain nombre de personnes adoptées qui considèrent qu'être adoptée, ça fait partie de leur identité tout au long de la vie. C'est-à-dire que ce qui a été conçu dans la société, c'était de se dire, une famille, alors dans ce cas-là, hétérosexuelle, fait face à l'infertilité, ou éventuellement pour un choix politique décide d'adopter. Elle va adopter un enfant, et une fois que l'enfant est adopté, ça devient l'enfant de cette famille, et donc l'adoption d'une certaine façon disparaît, et donc là, cette personne n'est plus adoptée, elle est juste l'enfant de la famille. Finalement, si des groupes existent comme les X en colère, les enfants de Cyrano, Racine coréenne, La Voix des adoptés, etc., c'est bien que ça a produit une identité spécifique qui a permis à ces gens de se retrouver entre elles et eux. Et on retrouve la même chose sur la question de la PMA, alors un peu plus tard, puisque ça se développe plus tard dans le droit français, mais à partir des années 2000, la première asso c'est Origine, et ensuite il y a PMA. Ah, c'est d'abord PMA anonyme, autant pour moi, en 2004, et ensuite il y a Origine. Et donc du coup, ça, c'est une première chose qui n'avait pas été prévue par la société. Le regroupement de personnes issues de dons de gamètes
ou de personnes adoptées qui décident de se former en collectif, et des collectifs qui sont pas seulement des collectifs affinitaires, c'est-à-dire retrouver des personnes avec qui on partage un vécu commun, mais qui sont aussi des collectifs qui vont aller questionner les institutions et qui vont aller demander un certain nombre de choses. Et c'est là qu'on retrouve une dimension commune aux questions posées par les personnes issues de dons de gamètes aujourd'hui adultes et aux personnes adoptées aujourd'hui adultes, et c'est celle de l'accès aux origines. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai fait une petite intro, même un peu longue, sur la droite catholique réactionnaire? Eh bien, c'est parce qu'en fait, la question de l'accès aux origines, dans notre société patriarcale, a été immédiatement transformée en la question de la présence d'hommes cisgenres dans la vie de personnes issues de dons de gamètes ou de personnes adoptées, hein, qui est devenue donc la thématique de un papa, une maman, ou liberté, égalité, paternité, ou pas de PMA sans père. Alors qu'il n'y a aucun enchaînement logique quand on parle de l'accès aux origines. L'accès aux origines, ce sont deux choses principalement. C'est l'accès aux antécédents médicaux, qui est un sujet qui est éminemment important et tout au long de la vie. Pour faire très simple, vous pouvez avoir un donneur en très bonne santé à 20 ans, et il se peut que cette personne-là, à 45, développe un cancer, ou à 60, se mette à faire de l'hyperthyroïdie. La loi française aujourd'hui demande à ce que les sécos gardent 40 ans le dossier d'un donneur. Alors on peut du coup avoir accès à ces antécédents médicaux et à ces problèmes de santé, mais il est possible que quand vos enfants auront 50 ou 60 ans, eh ben, si vos enfants qui sont issus d'un don de gamètes veulent savoir s'il y a eu de l'hyperthyroïdie, s'il y a eu du diabète ou s'il y a eu des cancers, et qu'ils puissent ou non avoir des traitements qui sont en lien avec ces informations-là, bah, dépendamment de si vous avez eu accès à un donneur anonyme ou pas, vos enfants pourront plus tard ou pas avoir accès à leurs antécédents médicaux. Bah ça, c'est un sujet commun aux personnes issues de dons de gamètes et de dons anonymes, et aux personnes nées sous le secret. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle donc de ces regards croisés. Et puis je vous donnerai des exemples plus tard, mais je vais donc passer à mes invités, puisque nous avons un petit temps, on va dire, réduit aujourd'hui. Donc la première personne à qui je poserai des questions ce soir, c'est Alice Coffin, qui est journaliste, spécialiste des représentations culturelles et médiatiques des minorités LGBT. C'est également la directrice de la conférence européenne lesbienne, la cofondatrice de l'association des journalistes LGBTI, elle est membre du collectif féministe La Barbe et enseignante en journalisme à l'Institut catholique de Paris. Elle est membre du collectif Oui Oui Oui, qui dès 2012 œuvrait à déconstruire les discours politiques et médiatiques lesbophobes provoqués par les discussions publiques sur la PMA. Elle milite depuis 2012 pour mettre un terme aux discriminations françaises liées à la procréation médicalement assistée, et elle publiera un ouvrage sur les représentations des personnes LGBT et des féministes en France à l'automne 2019 aux éditions Grasset. Notre deuxième discutante sera Cécile Broca, qui, après une formation en anthropologie à l'Université de Bordeaux au début des années 2000, s'est engagée dans une trajectoire de journaliste spécialisée dans la création contemporaine. Elle écrit en particulier depuis 15 ans dans les pages dédiées aux arts visuels du journal culturel bordelais Junk Page. Entre 2004 et 2010, elle collabore avec un journal gratuit gay et lesbien et participe à l'organisation et la programmation du festival de cinéma queer Cinémarge à Bordeaux. Depuis 2006, elle s'engage dans l'accompagnement d'artistes de la scène en tant que chargée de production et de communication, Compagnie des Limbes, Caroline Melon de Chair et d'Os. Et en 2008, elle rencontre Michel Schweitzer, avec qui elle travaille depuis plus de 10 ans au sein de l'association La Coma, à la fois comme coordinatrice de projet et collaboratrice artistique. Depuis 2014, elle est également en charge de la communication pour le Festival des Arts de la Parole Chahut à Bordeaux. Et puis notre dernière discutante sera Pauline Pachot, qui, comme une personne sur 1000 en France, dont 90% l'ignorent, a été conçue grâce à un don de spermatozoïdes. Persuadée d'avoir été adoptée toute son enfance, c'est à l'âge de 18 ans que sa mère lui a finalement révélé la singularité de son mode de conception. Au-delà du secret délétère, des dizaines de questions restent encore en suspens autour de ce mystérieux donneur anonyme. Il y a bientôt 2 ans, Pauline a rejoint l'association PM Anonyme, qui accueille et accompagne des personnes conçues par don de gamètes, des parents ayant eu recours à une PMA avec don, des donneurs ainsi que des soutiens. En tant qu'attachée de presse, elle a participé à de nombreux reportages et mené la sortie du premier livre de l'association, Je suis l'une d'entre elles, aux éditions L'Harmattan. Elle y organise également des groupes de parole et contribue activement avec les autres membres de PM Anonyme à ce que le droit d'accès aux origines soit légalement reconnu. En effet, l'association est aussi un acteur présent sur la scène politique, afin que la voix des personnes conçues par don soit enfin entendue. Et donc, ma première question sera pour Alice.
Et donc, comme tu as été très active dès 2012 au sein du mouvement Oui Oui Oui, mariage et PMA pour toutes, est-ce que tu peux revenir sur les luttes pour contrer l'offensive, les stratégies et les discours lesbophobes, homophobes et transphobes de la droite et de l'extrême droite catholique et réactionnaire? Oui, bien sûr. Donc bonjour. Allez, merci, hein, vraiment merci beaucoup pour l'invitation. Et ça va avoir un lien avec cette première question qui est que je suis contente qu'on ait ces espaces-là de discussion dont on nous a justement tellement privés. Par exemple sur la question de la PMA, mais c'est valable pour un tas de sujets dans la société française, parce que ces sujets ont été confisqués ou peut-être encore plus formatés par des groupes, mais aussi les journalistes, les politiques, qui avaient des intérêts très différents que ceux de parler, par exemple ici, de justice reproductive, mais c'est le cas sur pas mal d'autres sujets dans la société française. Donc le cas de revenir un tout petit peu sur l'automne 2012, où émergent les discussions sur le mariage pour tous et sur la PMA, est très intéressant parce que c'est un cas qui vaut de manière régulière dans la société française, où on se retrouve moi j'ai parlé en tant que moi, lesbienne, membre d'une minorité, tout d'un coup, je me retrouve dans mon quotidien confrontée chaque jour à des assauts qui viennent des plateaux de télévision, qui viennent des discours des politiques jusqu'au plus haut sommet de l'État, qui viennent de pochoirs dans la rue. Bref, mon environnement se retrouve comme dans une espèce d'énorme caisse de résonance d'insultes, de remise en cause de mes choix personnels, de jugements sur ma vie. Et ça fait évidemment écho à beaucoup de choses que vivent et encore évidemment aujourd'hui d'autres minorités dans ce pays. Donc ça, c'est une chose en particulier, mais surtout aussi ça révèle une confiscation et l'impossibilité de discuter de manière un peu approfondie des choses. En l'occurrence sur la PMA, par exemple, j'ai envie de dire, pour moi très souvent la PMA, en gros, ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'on a confisqué ça, cette question-là. PMA, bon, c'est un acronyme, ça veut dire procréation médicalement assistée, mais ça a été complètement instrumentalisé, qui par des groupes effectivement d'extrême droite, catholiques, pour leurs propres intérêts, mais ça c'est plus connu, mais aussi par des journalistes. On voyait, tu évoquais ce glissement effectivement entre Civitas et où les journalistes de manière générale, si on reprend effectivement automne 2012, septembre, octobre, c'est eux qui interviennent en premier et qui fait, alors pour ceux qui s'en souviendraient, une espèce de truc avec l'oiseau qui devait tenir en équilibre entre un papa, une maman, un truc assez ridicule que les journalistes n'ont pas de mal à démonter, à mettre à distance. Seulement, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe l'intervention à ce moment-là et concomitamment à partir d'août-septembre 2012 de quelqu'un qui avait pour surnom Frigide Barjot et qui a un gros talent. Moi, je l'ai interviewé après pendant longtemps pour comprendre, parce que je suis journaliste aussi, comment elle avait travaillé sa communication, qui a un énorme talent de communication, vraiment, et qui a réussi à former ces groupes-là, à les faire quitter cette image d'extrême droite catholique, dont personne qu'on allait écouter comme ça d'une oreille distraite, pour former ce mouvement de la dite Manif pour tous et le recolorer, le reimager, le rephraser avec des discours audibles par les médias. Et elle-même le dit, qui s'appelle Virginie Tellen pour le dire, elle le dit vraiment clairement, elle dit par exemple, les médias ont fait le mouvement. Donc c'est vraiment, il y a une grosse responsabilité aussi dans ce glissement des journalistes et dans la façon dont ils ont accordé, pour refinir, et je vais reboucler sur cette question-là de 2012, mais c'est vraiment, c'est Paris Match, c'est en une, et c'est 8 pages de reportage. Et comme si on parlait d'un truc, le nouveau truc un peu glamour, et sur des discours, en fait, qui sont des discours très clairement d'oppression envers une population. Donc ça, c'est ça. Les politiques, c'est pareil. C'est une instrumentalisation complète selon dans quel bord ils se situaient politiquement. Mais la PMA en soi et les enjeux n'étaient absolument pas, et ne seront pas d'ailleurs, ne seront pas abordés. Donc face à ça, moi, j'ai effectivement fait partie d'un collectif qui s'est créé à l'octobre 2012, qui s'appelle Oui Oui Oui, qui était un collectif lesbien et allié, c'est-à-dire qui regroupait à la fois des groupes de lutte contre le sida, antiraciste, des groupes de lutte pour les droits des personnes trans, enfin un ensemble de luttes, et puis qui était forgé vraiment par des lesbiennes, qui va
essayer de lutter de manière de répondre sur l'urgence, hein, parce que quand ça arrive comme ça veut dire des luttes dans la rue, avec des actions de rue, parce que ces mouvements-là occupaient aussi l'espace public urbain, et nous, c'est ça qu'on va faire toutes les semaines, de mobilisation, et d'essayer, avec les moyens, comme le font toutes minorités, en fait, comment on réagit dans ces cas-là, c'est vraiment de reprendre avec un petit groupe, mais d'essayer d'avoir le maximum d'impact, donc de trouver des astuces. Ça veut dire faire en sorte que les médias reprennent, parce qu'il y a des techniques, des communiqués qu'ils trouvent rigolos, donc d'aller faire des actions devant Léon de Bruxelles, parce qu'en Léon de Bruxelles, c'est la Belgique, il y avait beaucoup de gens beaucoup de lesbiennes qui vont en Belgique pour faire une PMA, et de crier « Asile pour nos moules » devant Léon de Bruxelles, et que ça soit immédiatement repris par les médias, ou des choses de ce type, c'est-à-dire vraiment lutter au quotidien pour trouver, avec une certaine réussite, puisque les panneaux, hein, encore de la PMA de Oui, 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 sont ceux que vous reverrez à chaque fois. Il n'y a pas une énorme imagination dans les médias, donc quand il s'agira de traiter de ce sujet-là, c'est les panneaux encore d'illustration de 2012-2013, mais donc avec ces moyens-là, pour répondre un peu rapidement. Et du coup, pour continuer un peu sur la question des médias, j'ai aussi remarqué qu'il y a eu un glissement, hein. Une des autres choses qui sont en commun sur la question de la PMA à l'adoption, c'est la place des experts. Et donc, il y a un expert qui s'est distingué dans les médias qui s'appelle le docteur Lévy-Soussan. Et le docteur Lévy-Soussan avait déjà sévi pendant des décennies dans le monde de l'adoption en se positionnant comme étant opposé à l'adoption par les couples homosexuels, en expliquant que ça allait être compliqué aux enfants de comprendre la différenciation des sexes s'il n'y avait pas justement un papa et une maman. Et du coup, tout d'un coup, moi je l'ai vu réémerger en 2018 sur la question de la PMA. Il a été à nouveau invité sur tous les plateaux télé, etc. Et du coup, comme tu avais aussi été assez active sur le hashtag ni pape ni psychiatre, j'aurais bien voulu que tu reviennes sur cette question-là, et donc déjà de la lutte sur les réseaux sociaux, mais de comment est-ce qu'en France on peut arriver aussi à remettre en question la parole de ces experts qui sont présentés comme des personnes objectives, alors qu'en fait ce sont aussi des experts qui par ailleurs, je pense au rapport Mattei sur la loi bioéthique, et qui sont des personnes, alors là pour Mattei, qui sont clairement affiliées à la droite catholique. Et du coup, ça, il y a aussi un sujet là-dessus dans le monde des médias, de les présenter comme des personnes neutres alors qu'elles ont un agenda. Ouais. Alors, on l'a très clairement vu, c'est pour ça que c'est un laboratoire très intéressant, hein, à étudier le cas de la PMA comme étude de cas médiatique, parce qu'on y voit des choses qui se déploient de manière habituelle. Et là, en l'occurrence, sur cette question de l'expert, donc de la personne neutre dont l'avis est indispensable sur un sujet, dont l'avis est jugé bien davantage à prendre en considération que celui des personnes concernées, ce qui surgit sur un ensemble de sujets, mais que là, qu'on a vu très précisément, et notamment avec ce qu'on appelle, on a fondé à ce moment-là avec d'autres journalistes, l'association des journalistes LGBT, qu'on appelle l'avis du psy, et d'essayer d'expliquer à nos confrères et à nos consoeurs que c'est pas indispensable en fait d'avoir l'avis d'un psychiatre à chaque fois qu'on parle de ces sujets-là. Ça remonte à une conception du journalisme de façon plus générale, qui est qu'on croit en ce qui s'appellerait la neutralité, ce à quoi on croit dans la philosophie occidentale de manière générale, dans les sciences, qu'il y aurait des personnes qui détiendraient, ou des disciplines qui détiendraient davantage que d'autres la vérité, et qui en plus le diraient d'un point de vue neutre. Ça vient se renforcer sur le côté journaliste, c'est valable pour d'autres disciplines, mais en journalisme ça vient se renforcer, parce que ce qu'on apprend en école de journalisme, moi ce qu'on m'a appris, c'était la sacro-saint dogme de l'objectivité, qui vient renforcer encore le concept de neutralité qui vaut dans l'ensemble, encore une fois, qui a été amené par la philosophie occidentale. Mais là, en journalisme, il y a cette question d'objectivité, et de dire qu'il y aurait certains qui détiendraient cette objectivité-là, et qui pourraient, dont la parole donc serait indispensable pour trancher des questions de société. Et parmi elles, évidemment, les médecins sont en première ligne. Je dis évidemment parce que ça se renforce un peu, c'est un peu plus historique, mais il y a cette figure du médecin notable aussi, qu'on va retrouver forgée tout au long du 19e siècle en France, même avant son utilisation médiatique, mais qu'ensuite on retrouve très fortement utilisée. Enfin, je pense à parodié, par exemple, dans des romans comme Emma Bovary, on voit les figures du pharmacien, les figures du médecin, tout ça. Il y a eu ce forget-là, et on le retrouve encore aujourd'hui dans la vie donnée, par exemple,
tu parlais de Mattei, à l'Académie de médecine. Et c'est très simple, en fait, d'aller regarder, en fait, qu'est-ce que c'est que cette histoire de neutralité des médecins et auquel les journalistes accorderaient. Mais si on regarde la composition, moi, j'appartiens effectivement à un collectif qui s'appelle La Barbe et qui a fait des actions à l'Académie de médecine, parce que ce collectif fait des actions là où les hommes sont en majorité dans les lieux de pouvoir. L'Académie de médecine, si on regarde la composition de son bureau, de son conseil d'administration, je ne sais plus les chiffres, mais c'est quelque chose comme sur 140 membres, il doit y avoir 130 hommes blancs. Et voilà, donc leur neutralité, elle est là. Donc évidemment, non, ça se passe pas comme ça, mais c'est absolument revendiquer cette figure-là de l'expert, elle est complètement et du psychiatre. Et alors, ce qui a été sidérant à ce moment-là, il y a effectivement les Soussan qui arrivent, et auparavant, on nous en ressort d'autres aussi dans les colonnes. J'insiste sur vraiment la responsabilité des journalistes. Ils parlent pas que à Famille Chrétienne ou à certains médias. Hein. C'est dans les colonnes du Monde qu'on retrouve, dans les colonnes de Libération aussi, on retrouve des psychiatres. Par exemple, je dis Le Monde, mais quelqu'un qui s'appelle Christian Flavini, qui va labellisé pédopsychiatre, et qui va intervenir pour expliquer qu'en gros, le mariage pour tous, ça mène assez automatiquement à l'inceste. Et sous couvert d'une garantie de médecin, d'un label de médecin. Et ça, c'est extrêmement régulier. Et effectivement, tu évoquais, je vais terminer là-dessus, sur le hashtag ni pape ni psychiatre, parce qu'on voit bien d'où ça vient aussi comme filiation. Ça, c'était un hashtag, effectivement, que j'avais lancé au moment où, à l'été 2018, en fait, le pape avait fait des déclarations pour dire qu'il fallait envoyer les enfants à tendance homosexuelle chez les psychiatres. Et donc, il y avait une invitation, j'avais invité les gens à mettre une photo de petits. Donc, moi, j'avais une petite photo un peu très enfant queer, quoi, en disant, voilà, enfant à tendance homosexuelle, qui n'est pas allé, il n'y a pas eu besoin ni du pape ni du psychiatre. Et c'est très important, et je pense que c'est aussi dans nos vies, tu l'as évoqué pour toi ton film, mais moi j'ai aussi fait par ailleurs, c'est pas un dénigrement, c'est pour ça c'est bien qu'on puisse parler de tout ce soir, ça veut pas dire évidemment, moi de ma part, un dénigrement de la psychanalyse et de la psychiatrie, absolument pas, mais c'est de pointer l'utilisation, l'instrumentalisation et puis l'arrivée dans nos vies aussi. Hein. Moi, je sais que j'ai fait une longue psychanalyse 3 fois par semaine, 45 minutes et tout ça, que j'ai arrêté le jour où, en fait, avec ma psy, il y a eu un souci où elle m'a expliqué, mais non, mais l'histoire des genres et tout ça, l'hermaphrodisme, ça n'existe que chez les escargots, et que tout d'un coup, j'ai eu dans la tête l'image du poster de la Manif pour tous avec un énorme escargot qui fait peur aux enfants, et j'ai pas pu, en fait, et ces discours-là, c'est malheureusement assez fréquent. Du coup, je suis contente que tu m'aies fait presque déjà la transition pour la prochaine, qui concerne justement la conférence européenne lesbienne et ton rôle donc de directrice sur les questions de médias, parce que justement une autre filiation, on va dire là plutôt idéologique, qui est rarement faite dans l'espace public, c'est justement ce rapport à l'Église catholique. Et donc il y a un livre qui s'appelle La croisade anti-genre du Vatican au pluriel Manif pour tous. Et je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant, qui est une conférence européenne lesbienne qui s'est créée relativement récemment. Et je pense que c'est complètement en lien avec un lobbying très appuyé des milieux catholiques réactionnaires au niveau européen. Donc voilà, pour nous parler un peu de ça aussi. Oui, ça peut bien clore cette intervention-là, parce que en fait, c'est très très lié aussi aux médias, et c'est très lié à ce qui s'est passé à l'automne tournant 2012-2013 en France, qui a eu des conséquences européennes majeures. Ça, faut en avoir conscience. Ce qui s'est passé, ces gens de l'extrême droite, qui se sont appelés la Manif pour tous, on a vu fleurir dans des pays de l'Est, de la Roumanie à la Bulgarie, des panneaux Stop Gender qui imitaient ceux de la Manif pour tous. Les discussions sur la PMA sont prises comme exemple. À coup de, vous voyez, même si la France n'y va pas et contre, c'est que vraiment ça ne va pas. Ça, on a des échos. Donc moi, je travaille au sein de la conférence européenne lesbienne avec des activistes de l'ensemble des pays européens. On a des échos très forts de Serbie notamment, qui nous disent ça bloque de ce point de vue-là à cause du cas français. C'est la même chose en Suisse, par exemple. Et ce, dans un contexte, et c'est là où ça va être lié aux médias, où dans l'ensemble des pays européens, on a une offensive très forte des droites extrêmes et religieuses. On a organisé notre dernière conférence en Ukraine, à Kiev, où on a été accueillis de manière très un peu costaud de la part d'opposants, disons, soit religieux, soit d'extrême droite.
Et ce que nous ont expliqué les activistes ukrainiennes, c'est que c'était la première fois. C'était la première fois qu'elles voyaient dans leur pays les orthodoxes, les ultra-orthodoxes plutôt, s'allier avec l'extrême droite. Elle dit normalement ils sont jamais d'accord entre la religion, les trucs dans notre pays. Mais alors ils ont trouvé un terrain d'accord, c'est la question du genre et c'est la question des LGBT. Là-dessus, tout d'un coup, ça, il y a une alliance très très forte qui s'opère. Et ça, c'est valable dans de nombreux pays. On voit cette alliance-là très forte sur le dos de toutes les questions liées au genre, sachant que nous, après notre défense, elle est aussi liée évidemment. Ça se mêle avec un autre phénomène, et je terminerai là-dessus, qui est le phénomène des fake news. Et une des façons de débusquer, moi je m'occupe notamment des médias au sein de la conférence européenne, c'est de travailler, d'essayer d'influencer en fait et d'avoir de l'impact sur le traitement journalistique de tout ça, parce que notre hypothèse, qui est aussi celle de l'association des journalistes LGBT, c'est que ce qu'on appelle fake news, en fait, ça a un lien avec ce qu'on a, bon, c'est de l'anglais, mais ça a un lien avec ce qu'on appelle aussi en anglais le hate speech, donc tous les discours de haine et tout ça, qu'en fait, la plupart du temps, quand les politiques balancent ou des groupes, les médias reprennent des informations qui sont complètement erronées, très 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 souvent, elles ont à voir avec un discours sur les minorités, et ça va du pain au chocolat de Jean-François Copé au délire pris de l'extrême droite sur tout ce qui est mariage pour tous et autres. Et à chaque fois, en fait, il y a un lien. C'est pas des fake news, c'est n'importe quoi, en fait. C'est aussi un discours pour empêcher certains groupes de s'exprimer dans les médias à coup d'informations erronées, justement. Merci beaucoup. Et donc voilà, l'idée de ce recadrage politique de la discussion, c'est qu'une des autres choses qui se passent dans les médias, c'est que la place de l'expert, elle est aussi là parce qu'on part du principe que les personnes qui sont concernées sont là pour témoigner. On a souvent cette construction d'un plateau à la télévision ou dans les médias. Vous avez les témoins, donc ça va être les personnes adoptées, adolescentes ou adultes, et puis vous avez les experts. Alors ça va être des universitaires, des psys, etc. Moi, ce que j'essaye toujours de faire quand je fais des tables rondes, c'est de ramener les personnes concernées comme des expertes, parce qu'on est déjà les expertes de nos propres vies, et donc quand on vit, comme c'est mon cas, 35 ans dans la peau d'une personne adoptée, on développe un certain nombre de réflexions au sujet de l'adoption, au sujet de la filiation, etc. C'est la même chose pour les personnes issues du don de gamètes, et c'est la même chose, et je dirais peut-être encore plus sur le point de vue légal, pour les personnes lesbiennes qui décident de faire famille, puisque se pose un ensemble d'enjeux. Donc d'abord celui de la technique reproductive, comment est-ce qu'on va avoir accès à la procréation médicalement assistée, puisque pour l'instant elle est encore fermée pour les lesbiennes et pour les femmes célibataires. Et puis aussi d'un point de vue légal, puisque ensuite il faut arriver à faire légitimer sa famille du point de vue de la loi. Et donc maintenant on va demander à une experte de sa vie de nous expliquer comment elles ont décidé de faire famille avec sa conjointe et quels ont été les cheminements. Et donc la première question que je voudrais te poser, c'est comment on est arrivé personnellement à réfléchir sur l'anonymat du don de gamètes, et puis comment est-ce que aussi vous avez abordé ces questions-là dans votre couple. Bonjour Amandine, merci de m'inviter à m'exprimer à ce sujet. Pour compléter ce que tu disais en présentation, mais voilà, en fait, je suis en couple avec une femme, on s'est marié, qui s'appelle Bénédicte. On s'est marié cet été. On s'est marié parce que Bénédicte était enceinte et que cet enfant, on l'a eu par PMA avec un donneur, avec un ami, qui n'est pas du tout un donneur, qui est le père de l'enfant, qui est né il y a 15 jours. Voilà. D'où mon émotion quand même pour témoigner en tant que parent. C'est assez récent. Voilà, donc effectivement, moi, ça fait de nombreuses années, parce que je suis pas toute jeune, que je réfléchis à la question de devenir maman. Et évidemment, en tant que lesbienne, puisque ça non plus, c'est pas récent, je me suis posé la question du comment, et il y avait cette question de la PMA qui existait, mais qui moi très personnellement, et c'est pas un avis sur la pratique des autres, mais moi qui me mettait toujours mal à l'aise sur la question de l'anonymat du don. En fait, je me voyais pas assumer ça face au futur justement adolescent, ou j'imagine adolescent ou adulte. Tu parlais tout à l'heure du fait qu'on les imagine pas adultes, mais moi je me voyais cette scène, et je me voyais pas assumer cette case vide, d'avoir fait ce choix de cet inconnu pour cette personne en devenir.
Et j'ai pas d'avis là-dessus, mais c'était très intuitif. Et je me dis que quand on veut devenir parent, il faut quand même être en capacité d'assumer toute la suite. Et là, pour moi, ça aurait été une fragilité. Et je voulais pas, je pouvais pas supporter l'idée que ça en soit une pour lui, que ce soit le choix que j'ai fait pour lui ou elle. Je dis lui parce qu'en fait, je dis l'enfant, mais aussi c'est un garçon qu'on a eu, donc voilà. Donc ça, c'était une première chose qui était très forte et qui évidemment a été un frein dans ma capacité à devenir maman. Et puis, en même temps, moi, je n'avais pas particulièrement le désir profond de me reproduire. C'était pas ça mon envie. C'était vraiment d'élever un enfant, de l'accompagner dans la vie et de transmettre, de l'aimer. Enfin, tout ce qu'on peut faire, mais pas forcément de porter un enfant, de me reproduire. Donc après, je me suis posé la question de l'adoption. Pendant quelques années, dans une grande naïveté. Alors maintenant, au contact d'Amandine, j'ai découvert plein de problèmes. Pas que d'Amandine, hein, bien avant, parce que j'ai un entourage un peu politisé qui m'a remis les idées en place sur bien des points. Mais bon, de toute manière, quoi qu'il en soit, au-delà de toutes les questions qui se posent, en tant que lesbienne, c'était, je vois, c'était un énorme problème, voilà, parce qu'il fallait mentir, donc il fallait se faire passer pour célibataire, ou alors il fallait cacher le fait que j'étais en couple quand j'étais en couple, et quand à nouveau je me suis retrouvée célibataire, j'ai imaginé faire ça avec un ami qui est aujourd'hui toujours le même, le père de notre enfant. Mais là encore, il fallait mentir, enfin que nos identités disparaissent, etc. C'était insupportable. Et puis autour de moi, il y avait plusieurs exemples, mais surtout un qui était un exemple de coparentalité que je trouvais merveilleux en fait, deux couples de femmes et un couple de femmes, un couple d'hommes qui ont fait des enfants ensemble. Et ça, en fait, c'était pour moi enfin, je dis c'était parce que maintenant je le vis, donc forcément c'est plus la même chose. Mais c'était pour moi un idéal, en fait, un Éden. Je trouvais ça assez parfait, étant donné ce que j'étais et le désir que j'avais d'accompagner un enfant dans tout ce que ça pouvait procurer de liens différents, de liens sociaux, amicaux, amoureux, etc. Voilà, et puis évidemment, bon, ça c'était comment, mais en fait, la question principale après, c'était avec qui. Donc, j'ai rencontré Bénédicte en 2015, qui est devenue ma femme donc cet été, enfin mon épouse. Et donc Bénédicte, je précise, quand on s'est rencontrés, elle avait un très grand désir d'enfant, donc là-dessus on était sur la même longueur d'onde. En revanche, on a 11 ans de différence, et je le précise parce que je crois qu'il y a une question générationnelle qui est assez forte. C'est-à-dire que pour Bénédicte ne se posait pas du tout les mêmes questions que moi. Bénédicte, elle imaginait avoir des enfants par PMA en Belgique, se posait pas la question de l'anonymat du don, c'était une évidence en Belgique ou en Espagne. Enfin, je disais de la Belgique parce qu'à l'époque elle habitait Paris. Maintenant on habite Bordeaux. Et voilà. Et simplement, évidemment, on a discuté. Moi, son point de vue. Alors là, je le raconte puisque je porte sa parole. Hein, je lui ai un petit peu demandé comment elle avait à naviguer là-dedans. Et son point de vue a forcément évolué au contact du mien puisqu'on devait faire ça ensemble, mais aussi de ses amis. C'est une amie proche d'Amandine. Donc elle a forcément commencé à entendre parler, Amandine qui partageait ses réflexions sur la question de l'anonymat justement, l'accès aux origines, et puis elle avait des amies lesbiennes aussi qui sont parties faire plusieurs enfants en Belgique et avaient commencé sans se poser la question, et puis finalement après des réunions à la PGL, on fait le choix de donneurs semi-anonymes avec une prise de conscience de ces questions-là. Et petit à petit, pour Bénédicte, c'est devenu une vraie question. Et donc voilà. À partir de là, on a échangé. On n'a pas du tout une relation, qui est basée sur les rapports de force. Donc on a tenté de se projeter chacune dans le scénario de l'autre. Et donc on est allé en Belgique, à Liège, pour faire un rendez-vous. On a imaginé des papas autour de nous. C'est très bizarre, hein, cette situation de regarder tous ses copains comme des pères potentiels. Donc c'est une période assez étrange, et puis finalement après moult réflexions et en pesant le pour et le contre, on est revenu à l'hypothèse de cet ami très proche, Cyril,
que je connais parfaitement bien, donc en lequel j'avais une entière confiance. Et c'est important quand même quand on s'engage dans ce genre de projet. Et puis, du coup, évidemment, ça a réglé la question de l'accès aux origines, puisque là, carrément, on lui a proposé d'être le père de notre enfant. Voilà. Et du coup, comme tu disais que justement ça demande beaucoup de confiance, peut-être plus pour le volet légal de comment ça se passe quand on est en coparentalité en France, puisque contrairement à la Colombie-Britannique ou d'autres États au Canada où il est possible par exemple d'inscrire jusqu'à 4 personnes sur les actes de naissance, etc., c'est pas comme ça que ça marche en France. Donc du coup, est-ce que voilà, tu peux un peu nous parler de la dimension légale et du contrat entre vous, parce que vous avez quand même fait un contrat en plus de, enfin donc voilà, juste un peu expliquer vraiment Oui. la dimension légale de cet accord-là, quoi. Oui, oui. Donc, du coup, on a abordé. Moi, je dois dire que quand on a pris cette décision et qu'on est tombé d'accord, et pour Cyril, ça a pas fait un pli. On en avait déjà parlé plusieurs fois. Donc, quoi qu'il en soit, quand je lui en ai parlé, un mois plus tard, on était à Barcelone, en fait. Donc voilà, pour vous donner un peu une idée de la rapidité des choses. Donc là, on était en plein Éden, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc la proposition qu'on lui a faite, d'abord pour préciser, c'est vraiment d'être le père, donc c'est-à-dire de reconnaître l'enfant. À terme en avoir la garde, alors ça après d'en avoir la garde, et puis d'avoir une garde partagée à terme au bout de quelques années quand ça sera possible. On va tâtonner là-dessus, hein. Donc pour faire ça, en fait, ce que ça a impliqué, en fait, bon, pour le savoir d'abord, puisque tu parlais de la question de l'expertise, c'est Bénédicte qui est très sérieuse. Elle a absolument voulu qu'on consulte un avocat avant de s'engager dans cette décision, parce qu'en fait, moi, j'en avais pas conscience. J'avais une vision assez naïve de ma position de parent. En fait, je m'inquiétais pas de mes droits, en fait. Et dans cette situation, puisque c'est pas moi qui portais l'enfant, en fait, j'en avais aucun. Enfin, d'ailleurs, j'en ai aucun. Donc du coup, je dis que je deviens maman, mais enfin ça c'est une autoproclamation parce que c'est pas du tout reconnu socialement, ni légalement, ni juridiquement. Donc quand même là, cette question se posait. Donc on a consulté un ami avocat qui est gay, qui est proche de la PGL, qui est spécialiste de ces questions et qui nous a un peu fait l'état des lieux de la situation et conseillé très fortement d'aller en Belgique faire un bébé quand même. En disant je comprends pas pourquoi vous faites ça. Et en s'adressant particulièrement à moi. Donc voilà. Mais si on était très convaincus. Donc voilà ce qu'on a appris, c'est que là, j'ai pris quelques notes. Donc oui, il n'est pas possible d'avoir plus de 2 parents sur un livret de famille. Donc ça, c'est clair. Nous, on s'est mariés, on a un livret de famille avec Bénédicte. Mais à la naissance de l'enfant, il y a eu un autre livret de famille qui a été produit. Jusqu'au bout, on espérait pouvoir mettre l'enfant dessus, mais non, absolument pas. C'est pas du tout possible. Un autre livret de famille avec le père biologique, la mère biologique et Elliot. Par ailleurs, ce qu'on a appris aussi, c'est que si jamais je voulais faire une adoption simple de l'enfant, en fait, ce que ça produisait, c'est que ça enlevait l'autorité parentale à un des 2 parents, donc au père. Donc évidemment, on se disait que c'était pas possible, bien que cette solution-là, on l'a appris plus tard par notre notaire, en fait, ça peut être une voie pour réussir à avoir 3 parents en équité. C'est-à-dire, j'explique, mais je crois que ça n'a jamais été jusqu'au bout, je sais pas si tu es au courant de ça. C'est-à-dire que si jamais j'adopte l'enfant, ça départit Cyril de son autorité parentale. Par contre, lui, il l'a reconnu, donc il a quand même un lien de filiation, mais il n'a plus l'autorité parentale. Et ensuite, ce qu'on pourrait faire, c'est faire une demande de délégation d'autorité parentale, donc Bénédicte et moi, puisqu'on aurait l'autorité parentale, pour Cyril. Auquel cas, on se retrouverait tous les 3 parents, avec tous les 3 un lien de filiation avec l'enfant. Mais en fait, sur cette question-là, c'est un énorme risque juridique, parce que les jurisprudences ne sont pas de notre côté. Et que par ailleurs, là j'ai appris il y a peu de temps que même les délégations d'autorité parentale dans les cas de famille homoparentale, il y en a certaines qui sont refusées. Il y a eu des jugements récents à Bobigny, je crois. Donc c'est pas si facile. Donc en fait, c'était pas du tout possible de prendre ce risque. Et puis d'ailleurs, quand on l'a évoqué auprès du père,
il en avait les larmes aux yeux d'inquiétude, quoi. Donc bon, voilà, évidemment, on a besoin d'avoir une stabilité, une force à trois, donc c'était pas possible. Et puis donc, la seule manière pour moi d'avoir un lien avec l'enfant, c'est de bénéficier de l'autorité parentale grâce à une demande des deux parents biologiques, de délégation partage d'autorité parentale, une demande qui se fait auprès du juge aux affaires familiales. Donc c'est le juge aux affaires familiales qui décide si je peux avoir l'autorité parentale ou pas, et non pas les parents. Et voilà, donc c'est ce qu'on fera en fait. Voilà. Et puis, donc à la suite de ça, donc une fois qu'on a appris tout ça, on s'est engagé dans ce projet. On s'est marié avec Bénédicte parce qu'on considérait que ça permettait de sécuriser la situation. Ça n'apporte aucun lien. Ça sécurise juste ma place en cas de conflit. Puisque Cyril était mon témoin, donc ils pourront ni l'un ni l'autre dire que je n'étais pas au courant, puisqu'on s'est mariés alors que Bénédicte était enceinte de 7 mois, donc là, ils pourront pas nier que j'étais dans le projet. Voilà, mais à part ça, ça ne m'apporte rien d'un point de vue légal, en fait, quand même, il faut le préciser, parce qu'on l'a fait un peu intuitivement, mais voilà. Et puis donc, résultat des courses, donc je ne suis pas sur le livret de famille, je n'ai pas de lien de filiation avec l'enfant, ce que je disais tout à l'heure. Donc, c'est comme ça. Après, on a proposé à Cyril ce projet. Tu te demandais comment on avait construit ça. On a construit ça en considérant, nous, à l'inverse de la loi, qu'on était 3 parents sur un pied d'égalité et que ce projet, il allait falloir qu'on le construise, qu'on le rédige. Et c'est vrai qu'on a rédigé une charte de coparentalité qui était un vrai objet un vrai outil de médiation entre nous dans la discussion pour élaborer le projet coparental, parce qu'une fois la lune de miel passée, l'excitation de cette belle histoire, mais c'est vrai que d'un point de vue concret, c'est assez complexe, surtout quand on n'a pas la loi de notre côté en fait. Voilà. Donc je sais pas. Dire de plus, ce que je peux raconter, c'est qu'on fait tout à 3. Tu me posais cette question. Oui, on a quand même tout construit à 3. On est parti à 3 à Barcelone. Très rapidement, on a su qu'on était obligé de passer de faire ça de manière médicalement assistée. Donc on est parti à Barcelone le faire parce qu'en France c'est impossible. Parce qu'il aurait fallu que Cyril et Bénédicte soient en couple. On aurait pu essayer de faire croire ça, mais une fois de plus, il fallait qu'on disparaisse, fasse disparaître toutes nos identités, etc. C'est pas possible. Donc on est parti à Barcelone, dans une clinique, où là, ils posent pas de questions, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on achète. En fait, donc là, c'est extrêmement cynique comme situation, mais eux, ils se moquent de la réalité des liens qu'on leur annonce. Et on a fait une IAC, donc une insémination artificielle, une insémination conjugale. IAC, c'est conjugal, je savais pas, en fait, j'ai regardé pour aujourd'hui. On avait oublié, hein, entre Cyril et Bénédicte, et puis après, on a fait des FIV, jusqu'à ce que ça marche. Voilà. Juste dépendamment de est-ce que si tu veux le dire ou pas, parce que j'ai oublié de te demander avant, mais la question du coup justement aussi des trajets, séjourner là-bas, les FIV, puisque ça c'est un autre enjeu aussi dans la légalisation de l'accès à la PMA pour les célibataires et les couples de lesbiennes. Il y a aussi la question de faire réduire les coûts drastiquement, parce que c'est quand même pas une pratique qui est accessible à toutes aujourd'hui, quoi. Ah non, c'est pas du tout accessible à tous, et puis ça accentue... Franchement, ça accentue la colère, quoi. Alors, les prix, c'était quoi? C'était pour une IAC, c'était 1 500 €. Évidemment, je compte pas les trajets, ni les hébergements, ni les restaurants. Quand on va à Barcelone, forcément, on va manger des tapas. Et donc, une FIV, c'est 5 000 €. Voilà. Et puis après, il faut rajouter à chaque transfert quelques centaines d'euros, je sais plus. Donc j'avais, pour raconter une petite blague, il y a des gays qui disent qu'un projet GPA c'est l'équivalent d'une résidence secondaire. Ben nous c'était plutôt un projet voiture. C'est assez cher et c'est bon, ça c'est une chose. Donc on avait mis un peu d'argent de côté, on est parti avec ça, mais en fait, ce qui est terrible, c'est qu'à chaque échec,
on se demande combien de fois on pourra tenir en fait, financièrement et combien de temps on pourra tenir. Et c'est toujours la question de l'argent qui nous tient en fait. Et on compte, et on loue notre appartement. Oui, c'est vraiment... Et puis socialement, évidemment, que ça sélectionne les gens, quoi. Donc nous, on est 3, on divisé par 3, donc quelque part, ça divisé les coûts par 3, mais non. Alors moi, c'est vrai que quand je pense à ça, j'avais envie de raconter que je me souviens que le lendemain de du premier échec, en fait, je me suis réveillée dans une colère folle. Tu parlais de 2012, mais dans une colère folle contre ces gouvernements qui n'ont pas voulu, qui ont menti, puis contre la gauche, en fait, parce qu'on a parlé de la droite catholique, mais moi, c'est la gauche qui m'énerve, en fait, aussi. Celle qui n'était pas là pour voter le Pax, celle dans l'hémicycle, et celle qui a pas été jusqu'au bout avec la PMA sous Hollande, et puis notre gauche centriste libérale de droite en ce moment qui attend 3 ans en fait. Ça fait combien? Ça fait 3 ans. Voilà. Donc non, ça c'était une vraie colère. Et puis après, si on parle des coûts, il y a évidemment les coûts financiers qui ont été très durs, notamment on l'a vu dans notre relation à 3. Ça a créé des conflits en fait. Pas du conflit véritablement, mais vraiment on n'a pas les 3 les mêmes moyens. Et donc ça a été très dur, effectivement. Très compliqué, mais bon, on y est arrivé, et encore avec des dettes les uns envers les autres, en fait. Voilà. Et puis après, en termes de coûts, il y a la question du mensonge aussi. C'est-à-dire que quand on s'engage, un coût émotionnel, quand on s'engage dans un projet comme ça, on est en train de mentir régulièrement, en fait. Alors le mensonge notamment pour Bénédicte, parce que comme notre gynéco, la gynéco de Bénédicte a été très sympathique, elle a laissé penser que Bénédicte avait des problèmes de stérilité pour qu'on soit couverte. Donc du coup, il fallait surtout pas dire quand elle allait faire pendant la stimulation, quand elle allait faire des examens, des échographies régulièrement, il fallait qu'elle mente en fait sur la réalité du processus, et pourquoi on faisait une FIV, etc. Et ça c'était lourd en fait. Et moi je m'en suis pas rendu compte. Là je vous le raconte parce que Bénédicte me l'a dit. Et ça c'était une lourdeur. Voilà. Donc là il y a des lourdeurs comme ça qui sont là, on se sent vraiment dans des situations d'injustice, c'est clair. C'est clair. Et puis, comme des questions de coût aussi, il y a un énorme coût écologique, en fait. On a pris l'avion, on a consommé, et cet enfant a vraiment sur le dos un bilan carbone catastrophique, quoi. Mais je dis ça en rigolant, mais en même temps, c'est emblématique d'une solution ultralibérale, quoi. On voyage, on consomme, on achète. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans une situation où on est dans un système public, aidé, accompagné. Enfin, voilà. Donc, c'est pas un cadre rêvé finalement pour concevoir les choses. Et puis dans le fait d'avoir un donneur connu, donc je te remercie beaucoup pour ta contribution. Dans le fait d'avoir un donneur connu, j'en reviens à cette question des antécédents médicaux et justement du cadre que garantit le domaine public, le fait que ça relève du service public, la procréation médicalement assistée pour toutes. Alors en plus, et quand tu parlais du gouvernement, on n'y est toujours pas, puisque les personnes trans sont exclues. Donc déjà, ça a mis des plombes pour tenir une promesse de campagne qui date de maintenant plusieurs mandats. Et en plus, finalement, ça ne concerne toujours pas tout le monde. Mais en termes de santé, ce que tu disais justement sur l'Espagne, par exemple, c'est un des endroits où, théoriquement, le nombre de dons par donneur est limité à 6 dons. Sauf que ça repose uniquement sur le bon vouloir du donneur de communiquer le nombre de dons qu'il a fait, ou sur les cliniques de faire des recherches pour vérifier que le donneur qui se présente chez elle ou eux n'a pas encore fait ces 6 dons. Donc toute cette question, par exemple, de ne pas multiplier les dons de personnes qui pourraient à terme être à risque, qui sont une des raisons pour lesquelles en France c'est limité à 10 dons, et comme c'est un service public, c'est centralisé, donc il n'y a pas avoir quelqu'un qui va aller faire plus de 10 dons, c'est parce que par exemple, Pauline aura peut-être des précisions à donner là-dessus, mais normalement il y a un certain nombre de garde-fous, en tout cas encore une fois dans la loi et en théorie, qui ont été placés. Et ça, je pense que, alors si déjà dans le service public c'est problématique, j'ose à peine imaginer
imaginer aussi les conséquences, par exemple, ne serait-ce que dans les questions d'antécédents médicaux et de problèmes de santé. Quand je disais le diabète et l'hyperthyroïdie, c'était aussi pour rappeler que c'est pas parce qu'un donneur est en bonne santé quand il a la vingtaine qu'il va être en bonne santé toute sa vie. Et donc du coup, justement, quand on peut avoir des questions, et là je vais vous prendre mon exemple, parce que je trouve que c'est toujours important de resituer le débat. Moi, je suis née sous X, donc avec 0 antécédents médicaux pendant une bonne partie de ma vie, et j'ai des fibromes utérins, et donc pour absolument partager toute ma vie avec vous, j'ai ce qu'on appelle un utérus myomateux, donc rempli de fibromes, donc qui ne peut pas être opéré, parce que j'en ai tellement qu'il faudrait m'ouvrir le ventre énormément de fois. Donc après des années de recherche, parce que j'ai des très grandes douleurs et beaucoup de problèmes liés à ça, il s'est avéré que l'option qui s'offrait à moi, la seule en fait vraie option, c'était une hystérectomie qu'on refuse de me faire, enfin qu'on a refusé de me faire pendant des années, puisque là je viens d'avoir 35 ans et que avant 35 ans, on ne veut pas pratiquer l'hystérectomie sur des femmes fertiles, puisque on est des femmes, on est censé produire des enfants, et donc même si l'hystérectomie aujourd'hui en plus n'est pas liée au fait de retirer les ovaires, donc il n'y a pas de conséquences de type ménopause précoce, c'est très difficile d'obtenir une hystérectomie. Quand, en gros, si on n'a pas un cancer de l'utérus. D'autant plus quand on n'a pas d'antécédents médicaux, ce qui était mon cas. Donc, on me disait, oui, mais éventuellement, s'il y a des antécédents dans votre famille, on pourrait... Mais là, on ne va pas vous enlever l'utérus, et puis si vous changez d'avis plus tard, etc., etc. Il se trouve que moi, j'ai fait une demande au Conseil national d'accès aux origines personnelles en 2016 pour qu'ils ouvrent mon dossier, puisque la loi a changé pour les personnes nées sous le secret et qu'on peut lancer des recherches d'origine. Donc, j'ai demandé à ce qu'on essaie de retrouver ma mère de naissance, entre autres, justement, pour ces questions de fibrome. Pas que pour ça, mais aussi pour ça. Et version courte, ma mère de naissance a été retrouvée en mai de l'année dernière. Et donc là, j'ai appris qu'elle a été opérée par 3 fois pour ses fibromes utérins, qui était la première question que j'avais demandée. J'avais souvent, elles peuvent accepter d'être contactées une seule fois parfois et ne répondre à des questions qu'une seule fois. Donc j'avais demandé à la personne du CNAOP qui faisait les enquêtes, je lui avais dit, si vous lui parlez qu'une seule fois, posez en priorité la question de mes antécédents médicaux. Je veux connaître tous mes antécédents médicaux. Et donc là, j'ai appris qu'elle avait été opérée par 3 fois des fibromes utérins et que sa mère, à elle, était morte d'un cancer de l'utérus. Et donc, version rapide, eh bien, je vais avoir droit à une hystérectomie au mois de février, puisque maintenant, j'ai mes antécédents médicaux. Donc, quand je dis que c'est des questions qui se posent tout au long de la vie, moi, à 18 ans, c'était pas un sujet dans ma vie, l'accès aux origines sur des questions médicales. C'est devenu un sujet dans ma vie à 32 ans et un sujet extrêmement pressant. Et là, j'ai eu de la chance parce qu'on a trouvé ma mère de naissance, mais il y a des personnes qui ne sauront jamais et qui après s'exposent aussi à des dangers, parce que dans mon cas, effectivement, se posent des questions sur mon utérus maintenant qu'on a les infos. Et pour en revenir au mensonge avant de passer à Pauline, j'aurais pu mentir. Bien entendu, moi aussi, j'aurais pu dire, puisque je sais pas, j'aurais pu dire mes antécédents médicaux, il y a un cancer de l'utérus dans ma famille. Mais effectivement, l'hystérectomie, c'est pas un choix non plus qu'on prend complètement à la légère. Est-ce que j'allais mentir et ne pas savoir s'il y avait effectivement, et donc demander une opération qui a quand même une petite conséquence, sans être sûr, alors que là, effectivement, quand moi-même j'apprends qu'il y a ce genre d'antécédents médicaux dans ma famille, j'ai nettement moins de problèmes à me dire que je veux une hystérectomie. Donc voilà, pour le volet aussi de l'importance et de la dimension éthique de choix qui soient pas mercantiles et de choix qui soient pensés sur la longue durée. Et donc quand on parle par exemple du bien-être des enfants, de l'intérêt supérieur des enfants, est-ce qu'on se pose la question des enjeux qui vont se poser quand ils seront adultes, voire même vieux ou vieilles, puisque voilà, l'idéal ce serait que les célibataires et les lesbiennes qui font des enfants par PMA, c'est que ces enfants soient assez vieux pour rencontrer ce genre de problème, ou alors ne pas en avoir parce qu'ils ont leurs antécédents médicaux. Et donc je vais maintenant passer à Pauline, pareil, qui est une experte par son expérience, entre autres. Et donc, du coup, je voudrais bien d'abord que tu nous expliques justement un peu comment on arrive à la politisation de son expérience. C'est-à-dire que c'est une chose d'être issu d'un don, c'en est une autre de décider de rentrer au sein de PM Anonyme et de devenir attaché de presse. Donc, si tu peux nous faire un petit peu un passage là-dedans. Bonsoir à tous. Merci Amandine d'avoir invité l'association PM Anonyme. On est vraiment content de pouvoir représenter les personnes conçues par don ce soir. Alors, en ce qui me concerne, quand je l'ai su à l'âge de 18 ans, j'ai pas tout de suite pensé que potentiellement on était 80 000 personnes en France qui vivaient cette même histoire que moi. Donc pendant 8 ans, j'ai un peu fait l'autruche. J'en parlais autour de moi, de mes amis, parce que j'avais besoin de transformer mon histoire et de pas en faire quelque chose de tabou. Mais j'ai pas pensé au collectif. Et c'est il y a 2 ans, quand j'ai vu dans un article de Libération qu'une personne conçue par don avait retrouvé son donneur,
grâce à l'association PM Anonyme, là, je me suis dit, oulala, peut-être que moi aussi, je peux retrouver mon donneur, donc je vais contacter cette association. Et puis tout de suite, j'ai eu l'envie de contribuer, de faire quelque chose qui était juste, qui avait du sens. Et je me suis retrouvée attachée de presse parce que ce poste était disponible, alors que c'est pas du tout ma compétence de base. Je suis juriste en droit du travail, donc rien à voir. Mais voilà, ça faisait sens. Et puis, les journalistes, ils ont des demandes parfois un peu compliquées à satisfaire. C'est un peu la recherche du mouton à 5 pattes. Et donc voilà, je me suis proposée pour faire les premières émissions. Et après, de fil en aiguille, c'est un cercle vertueux. Plus on fait d'émissions, plus il y a de personnes conçues pardon qui se reconnaissent et qui osent rejoindre l'association. Plus on est nombreux, plus on peut partager nos histoires et sensibiliser davantage. Et comme justement j'ai fait toute cette introduction sur l'émergence, en tout cas le retour d'un discours de droite, catholique, réactionnaire, etc., quand on arrive sur la page de PM Anonyme et dans votre présentation, il y a un disclaimer sur le fait que vous n'avez pas de lien avec la Manif pour tous. Donc j'aimerais que tu m'expliques un petit peu aussi ce qui s'est passé. J'ai essayé un peu de montrer comment il y a eu des glissements et des amalgames où très vite, quand on parle d'accès aux origines, des groupes arrivent et disent « Ah oui, les pères, etc. » Et donc du coup, j'aurais voulu que tu nous expliques voilà, ce qui vous est arrivé aussi et comment vous naviguez le fait de prendre la parole sur ce sujet qui effectivement vous ouvre le flanc quand même à ce que s'engouffre un certain type de défenseurs d'autres points de vue et en l'occurrence de points de vue homophobes, lesbophobes, etc. Ouais. Alors effectivement, nous, à la base, l'association, c'est une association qui milite pour le droit d'accès aux origines pour toutes les personnes conçues par don. Il n'y a pas du tout d'enjeu politique au niveau de la PMA pour toutes, pour les couples homosexuels, lesbiens, gays, etc. On n'avait pas de positionnement politique. Et au bout d'un moment, en fait, on était obligé de se positionner parce que la Manif pour tous utilisait des arguments et les manipuler pour desservir en fait notre cause. C'est-à-dire que nous, on dit voilà, on est pour le droit d'accès aux origines. C'est pour les antécédents médicaux, pardon, comme tu le disais, pour savoir qui on est, savoir qui est ce donneur, pourquoi il a donné, savoir quelles sont les autres personnes conçues pardon, etc. Et en fait, ils utilisaient cet argument en disant, vous voyez, ils cherchent leur père. Alors que non, ça on le martèle. Vraiment, si on pouvait l'ancrer au fer rouge quelque part sur tous les politiciens, c'est de dire, on ne cherche pas un père, on en a un. On cherche le géniteur. Et c'est même plus subtil que ça, c'est nous qu'on cherche à travers le géniteur. C'est une part de notre identité qu'on cherche à retrouver à travers ce géniteur, parce qu'en soi, ce monsieur ou cette femme, parce qu'il y a aussi des dons d'ovocytes, quelque part, peu importe qui elle est et ce qu'elle est en train de faire dans sa vie, ce qui nous importe, c'est de connaître ses antécédents, puisqu'aujourd'hui, il y a une vraie rupture d'égalité face à la médecine préventive. C'est savoir pourquoi elle a donné. C'est aussi remercier cette personne, puisque sans cette personne, on ne serait pas là. Et c'est avoir accès à nos origines, savoir qui on est. Et alors là, j'en profite avant de te poser une question pour faire un petit rebond. Ce que je dis souvent sur ces questions-là, c'est que c'est assez étrange de voir que dans la société, on demande aux personnes issues de dons ou adoptées de ne pas réagir comme le reste de l'humanité. Je tiens à rappeler quand même que la généalogie est une passion commune d'à peu près tous les êtres humains. Si les tests ADN, les compagnies comme MyHeritage, 23andMe fleurissent aujourd'hui, c'est pas seulement parce que les personnes sont à la recherche de leur donneur ou de leurs parents de naissance, mais c'est parce que tout le monde se demande si effectivement ils n'ont pas des origines, etc. Il y avait un article de 2014 dans Time Magazine qui disait qu'aux États-Unis, la généalogie était devenue le deuxième volume de trafic après le porno, et donc c'était vraiment la question encore une fois sur le fait que c'était une des choses qui générait le plus de trafic sur Internet. Donc pour moi c'est vraiment ça aussi, quand on parle d'accès aux origines, on parle d'un enjeu même métaphysique. N'importe quelle pièce de théâtre, film, etc., c'est qui suis-je, d'où viens-je. Alors pourquoi est-ce que d'un coup, quand on est conçu par un don ou quand on est né sous le secret, nous ça nous intéresserait pas? Ça intéresse les autres, ça nous intéresse aussi. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. Oui. J'abonde.
Et du coup, j'aurais bien aimé avoir aussi ta perception justement sur le projet de loi bioéthique et un peu aussi que comme tu as soulevé les sourcils quand j'ai dit que c'était limité à 10 dons en France, etc., Ouais. que tu nous parles un petit peu de la façon dont ça se joue aujourd'hui, la question du don anonyme, de peut-être les limites de ce que les lois déjà antérieures n'ont pas prévu et de celle qui est en train d'être discutée ne prévoit pas non plus et quelles sont aussi un peu les revendications au sein du collectif PM Anonyme. Ok. Alors, je vais rebondir aussi par rapport aux tests ADN. C'est aussi lié au projet de loi. Il faut savoir que les tests ADN aujourd'hui sont illégaux en France. Il est interdit de faire un test ADN. Pourtant, il y a 2 marques, 2 labos étrangers qui les livrent en France sans difficulté. Vous les commandez sur Internet, 48 heures plus tard, vous les avez dans votre boîte aux lettres. Et environ 1 mois plus tard, vous avez vos résultats en ligne. C'est hyper ludique, c'est un espace qui vous est propre et vous avez une estimation de vos origines ethniques et vous avez des correspondances ADN avec des personnes partout dans le monde. Et on estime que si 2% de la population fait des tests ADN, d'ici quelques années, on pourra retrouver absolument tout le monde. Parce que je tiens vraiment à le préciser pour ceux qui ne sont pas encore au fait, nous, pour retrouver des donneurs, puisque c'est le cas, on en a retrouvé une 30aine au sein de l'association, et on a retrouvé plus de 130 demi-frères et demi-sœurs génétiques. On n'a pas besoin que ce soit la personne concernée qui fasse le test ADN, mais il suffit que ce soit un ancêtre où il y a minima 1% de correspondance ADN. Donc c'est facile en fait. Et c'est là qu'il y avait pour nous une grande hypocrisie de la loi actuelle juste avant la révision, c'est que l'anonymat n'était plus garanti pour les donneurs et les donneuses grâce aux tests ADN. Nous, on regrette de devoir passer par les tests ADN puisqu'on aimerait pouvoir accéder, comme c'est prévu par le CNAO pour les sous-X, à notre dossier, sauf qu'aujourd'hui, c'est impossible. On nous dit, non mais attendez, vous inquiétez pas, pour les antécédents médicaux, il n'y a pas de souci, on peut vous les donner, c'est mis à jour. Sauf que les premiers dons, dans les années 70, avec Secos, je parle pas des cabinets privés, parce que là c'est encore une toute autre histoire, on était à l'époque des papiers. Il y a eu des déménagements, il y a eu des archives qui se sont perdues. Et puis, il y a eu un documentaire sur Arte que je vous invite tous à visionner, qui est sorti au mois de juillet, où une cofondatrice du premier Secos du Kremlin-Bicêtre a dit face caméra qu'il s'était assuré que ce soit impossible que le donneur soit retrouvé. Ils ont anonymisé l'anonymat. Parce qu'ils se doutaient bien qu'un jour, nous, une fois adultes, on allait se poser des questions. Donc, c'est un leurre. Et clairement, un donneur à 60 ans qui a un problème cardiovasculaire, je suis pas sûre qu'il se rappelle, attends, dans les années 80, j'avais donné, il faut absolument prévenir les potentielles personnes issues de mon don. Parce qu'ils savent même pas si ça a fonctionné, ils savent pas combien il y en a. Et ils ont peut-être déménagé. Le déménagement, ça me permet de faire la transition avec le nombre limité à 10 enfants conçus par le même donneur. C'est qu'avant la loi, on avait un argument commun avec les Secos, qui était celui de demander un répertoire national du don, qui n'existe pas encore aujourd'hui, qui va être créé avec la commission. C'est-à-dire qu'un donneur qui donne pendant qu'il est étudiant à Paris, il donne une fois, mais s'il déménage à Marseille, qui se dit moi je suis solidaire, j'ai envie d'aider des parents qui peuvent pas avoir d'enfants naturellement, je donne à nouveau, Marseille va pas appeler Paris pour savoir s'il a déjà donné. Et il n'y a pas de répertoire national du don. Pareil, il redéménage à Lyon, Lille, voilà. Vous avez compris le principe. Donc ça, c'est pas garanti malheureusement dans les faits. Et les Secos nous le disent, on les a rencontrés plusieurs fois, il manque de moyens matériels et de moyens humains pour pouvoir réaliser tout ça. Par rapport à la loi, donc je tiens quand même à avoir un petit peu de positif dans tout ça, c'est qu'on est quand même content du projet de loi qui est sorti par rapport à l'accès aux origines, puisqu'il a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est super, on a vraiment pu travailler main dans la main avec le pouvoir législatif. On a été reçus par le ministère de la Santé et de la Justice, puisque là, pour le coup, le projet de loi, pour la première fois depuis 1994, avait vraiment à cœur de réviser la loi avec l'intérêt de l'enfant. Et on était reçus un peu comme le retour sur expérience vivant qui pouvait parler. Donc on est content par rapport à ça. Il y a 3 points sur lesquels nous, on espère avoir une évolution, notamment peut-être au Sénat, ou peut-être dans des décrets d'application, et sinon malheureusement il faudra attendre 7 ans pour la prochaine révision, c'est qu'il n'y a rien qui a été prévu par rapport aux donneurs qui sont morts. Et nous, on aimerait pouvoir accéder aux informations des donneurs qui sont morts, qui sont décédés alors que la loi est passée et qu'on n'a pas pu
avoir accès aux origines. Parce qu'effectivement, pour les personnes déjà conçues comme moi, et comme la plupart des personnes, enfin comme tous ceux de l'association PM Anonyme, c'est qu'il n'y a rien de prévu là dans la loi. Tout ce qui est proposé, c'est seulement que les donneurs qui sont au courant de la révision de la loi bioéthique, qui se manifestent auprès d'une commission, et que la commission contacte les enfants conçus par son don pour dire voilà, votre donneur est OK pour donner son identité ou voire rentrer en contact avec vous, est-ce que vous le souhaitez? Mais bon, ça, par rapport à ce que je vous ai dit un petit peu plus tôt, pour certains sécos qui ont anonymisé l'anonymat, bah, c'est une fausse bonne nouvelle en fait, sauf pour certains sécos. Et l'autre point, c'est que donc nous, on voudrait qu'avec cette commission, ce soit dans les deux sens, qu'il y ait une réciprocité, que les personnes conçues par don puissent aussi se manifester auprès de la commission pour dire « je veux connaître mon donneur, s'il vous plaît, contactez-le, expliquez-lui l'évolution de la loi, et demandez-lui s'il serait OK pour donner au moins des données non identifiantes, voire son identité, ou bien rentrer en contact s'il le souhaite. » Et enfin, le dernier point d'évolution qu'on souhaite, c'est que ce droit d'accès aux origines, il est chouette pour les futures personnes conçues par don, seulement le point sur le secret n'a pas été abordé de manière convenable en fait pour les couples hétérosexuels, puisque il n'y a rien qui garantit qu'une personne conçue par don sait qu'elle est conçue par don. Les couples hétérosexuels peuvent décider de garder ce secret, qui est extrêmement délétère pour les personnes conçues par don. La plupart d'entre nous dans l'association, en soi, ce qui nous a fait souffrir, je mets des guillemets parce que il y a des échelles dans le degré de souffrance, c'est d'avoir su très tard qu'on avait été conçu par don, et c'est pas en soi le fait d'être conçu par don. C'est vraiment le secret qui a été très lourd, parce que il suinte, parce que pour beaucoup on le sent, comme moi j'étais persuadée d'être adoptée, etc. C'est ça qui est compliqué, et qu'on perçoit au moment où on sait, on se dit mais en fait, vous nous avez menti. Alors que les parents, ils avaient que de l'amour et ils savaient pas comment faire. À l'époque, les médecins disaient de ne pas le dire, et aujourd'hui, il y a un gros manque d'accompagnement au niveau des services. Il y a un entretien psy au moment du début du processus de PMA pour s'assurer que les gens sont à peu près normaux pour recevoir un don, mais après, ils sont lâchés dans la nature. Et ça, c'est vraiment terrible, et on espère aussi qu'il y aura vraiment un accompagnement humain, psychologique, et pour les parents, et pour les donneurs, parce qu'il ne faut pas les oublier, ils sont quand même indispensables dans ce procédé, et pour les personnes conçues par don. Donc voilà, ce droit d'accès aux origines, il est super, mais pour exercer un droit, faudrait-il encore le connaître? Puis, merci beaucoup. Une des choses aussi sur lesquelles, du coup, je voudrais conclure, c'est qu'un des problèmes dans une société où on réfléchit pas, où on pense pas à la filiation de façon politique, c'est que justement les débats sont posés tellement mal que ça empêche tout le monde d'avancer. Parce que finalement, une des questions qui n'a pas été abordée, c'est justement tout ce qui a été mal fait pour et par les hétéros, parce que c'était pas politisé. Et donc cette question de la possibilité du secret dans la PMA pour les hétéros, justement c'était le moment aussi d'adresser cette vision biologisante de la famille. Alors bon, moi je vous ai déjà expliqué que je suis née sous X, en plus je suis parent de l'enfant de mon conjoint, mais donc lui qui a déjà une mère et un beau-père de l'autre côté, et donc du coup c'est vrai que moi, toutes les personnes avec qui je fais famille sont des personnes avec qui je ne partage pas d'ADN. Pour moi, c'est très étrange de voir que tout le système légal en France repose sur la volonté de faire ressembler les parentalités donc adoptantes ou la procréation médicalement assistée à des filiations biologiques hétéronormées en fait. Puisque dans l'adoption, on a quelque chose qui s'appelle la fiction juridique, c'est-à-dire que quand l'adoption plénière est prononcée, on vous établit un nouvel acte de naissance. Et le nouvel acte de naissance gomme le fait que vous êtes, par exemple dans mon cas, née sous X, et c'est écrit sur mon acte de naissance, Amandine Gay, née de et Gay. Mais moi, je ne suis pas née de et gay. Je suis née sous X et je suis la fille de et gay. Et en fait, ça, c'est mon histoire complète. Il y a une personne qui m'a porté 9 mois dans son ventre, qui a fait la démarche d'accoucher sous le secret, et j'ai passé les 5 premiers mois de ma vie à la Cité de l'Enfance de Bron. J'ai pas besoin que l'État efface cette partie de mon histoire. C'est une partie de mon histoire, de la même façon qu'une personne conçue par un don, ça fait partie de son histoire. Et donc, justement, une des conversations que moi, j'aurais adoré voir se dérouler dans l'espace public, c'était ça, c'était de repenser la filiation. C'est pas parce que les hétéros ont certains droits qu'ils sont tous bons. Et donc, par exemple, le droit de pouvoir cacher qu'on a fait un don, c'est pas un bon droit, de mon point de vue. C'était pas une bonne idée. C'était l'occasion de l'enlever à tout le monde, en fait. De se dire, c'était pas une bonne pratique. C'est très bien que tout le monde soit
soit forcé de révéler qu'on a eu recours à un don, parce que justement, on doit se penser la question de la filiation. On est à l'ère des familles recomposées. Les mères célibataires, c'est vraiment pas nouveau. Il y a énormément de personnes adoptées. Le nombre de personnes qui font famille hors de la biologie, il est déjà assez imposant en France. Donc, ne serait-ce que ça, est-ce qu'on peut avoir ces conversations-là, repenser la parentalité, se rendre compte aussi de ce qu'on a intégré en tant que personne LGBT, d'enjeux hétéronormatifs? Et ça, je pense que justement, la question biologique, la vision biologisante de la famille, c'est quelque chose qui est très peu déconstruit dans nos communautés. Moi, je m'identifie comme pansexuel, et je trouve que dans le monde francophone, c'est quasi absent les réflexions sur qu'est-ce que faire famille. Et justement, puisque certains et certaines d'entre nous ont été exclus de leur famille biologique parce que queer, parce que lesbienne, bi, pan, tout ce qu'on veut, ben on se rend bien compte que la famille, c'est pas l'ADN. Pas forcément, pas toujours. Donc du coup, voilà, je pense que si on doit partir de cette discussion avec quelque chose, c'est que les challenges auxquels on fait face en tant que personne queer, en tant que personne adoptée, en tant que personne issue de dons, bah, c'est l'occasion de repenser la parentalité, en fait, de repenser la filiation et de se demander comment est-ce qu'on peut et comment est-ce qu'on veut faire famille, certes dans des sociétés patriarcales, racistes, etc., etc., mais on n'est pas interdit, on ne nous interdit pas de penser, on ne nous interdit pas de discuter, encore en tout cas pas pour l'instant encore, donc je suis ravie que vous ayez accepté mon invitation. Et puis en fait je pense qu'on va être punis parce que on est censé avoir terminé, c'est ça, hein. Et donc du coup est-ce que c'est elle la patronne là-bas, mais ce que je vous propose, c'est que on se retrouve en bas au moins un petit moment pour discuter informellement. On a le droit de faire ça? Voilà, comme ça, pendant qu'ils rangent la salle, on discute en bas. Je suis désolée, c'est de ma faute. Je crois que on avait 2 heures et en fait, on avait 1 heure et demie. Voilà, donc je vous prie de m'excuser, mais on reste à votre disponibilité en bas. Voilà, merci beaucoup.